Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Tribune de presse. Aujourd'hui, un nouveau numéro. Nous parlons de questions qui brûlent. Souvenez-vous, 2 mars 2019, 2 mars 2020. Un an jour pour jour. Les travaux de 100 jours étaient donc lancés. Ce programme que beaucoup de Congolais avaient attendu. Mais là, qu'est-ce que l'on retient de cette période, de ce programme? Vaste blague ou il y a tout simplement soustraction de l'information? Y a-t-il des choses qui ont été faites pendant les travaux de 100 jours, lesquelles on en parlera, mesdames et messieurs. Je reçois donc deux grands journalistes de mon pays. Ils sont à la fois éditorialistes, éditeurs, patrons de médias, et c'est avec eux que nous allons discuter sur la question. Alors là, je me tourne déjà avec en face de Edmond Izouba. Edmond Izouba, comment allez-vous? Je vais bien, Christian. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Vous êtes les responsables de Objectif Info.cd. Mais il faut éclairer l'opinion. Est-ce que c'est là où Madame Anadi travaille? Absolument. Ah, d'accord. Anadi est comme promotrice de cette grande rédaction. D'accord. Les gens doivent comprendre aussi que Objectif.cd a une version papier, un magazine qui n'est pas en vente sur le kiosque à journaux, mais c'est un magazine qui se distribue gratuitement dans le salon des institutions et des autorités, des personnalités politiques. Donc voilà, et Objectif Info et donc le fils aîné, si vous permettez l'expression, de Objectif Group, qui est une entreprise à part entière. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et là, nous nous tournons vers notre mini. C'est en fait notre mini de la presse congolaise aujourd'hui. Ouais. Il est dans les mines, il est dans l'économie. Gabi Kouba, comment allez-vous, Gabi? Je me porte bien. La barbe blanche que vous voyez, ce n'est pas un symbole d'une autorité morale, c'est seulement le poids de l'âge. Le poids de l'âge, avec tout le monde aujourd'hui a besoin de garder sa petite barbe blanche. Mais ce qui est plus important, c'est la ferme. Il faudrait l'avoir. Hein. Oui, je vous conseille d'avoir une petite ferme, c'est très important, vous savez. Pour être autorité morale d'une structure, la condition sine qua non, c'est d'avoir une barbe blanche. Et puis la deuxième condition, qui est essentielle, donc il faudra aussi avoir une ferme. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour acheter les grandes étendues ici à Kinshasa auprès des propriétaires des terres qui sont les Tekeumbo. Donc je suis Mouanekanga et chez moi, c'est très loin d'ici. Je suis propriétaire des terres là-bas, mais pas à Kinshasa. Oui, mais il faut avoir les terres. Il faut avoir les terres. On a vu des gens venir de très loin, ils veulent les faire, mais vous aussi, vous pouvez l'avoir. L'actualité aujourd'hui, c'est d'abord cette mort, on va dire, Edmond Izouba, deux morts qui se succèdent. Je veux dire les mêmes conditions, et ces gens travaillent dans le même service, je veux dire le renseignement militaire et le renseignement civil. Alors on se pose la question, est-ce une habitude? C'est quoi l'affaire? C'est un contrat? Comment vous voyez l'affaire? Non, ou c'est des morts naturels? Avant d'abord de répondre à cette question, je commencerai par présenter toutes les condoléances de familles pleurées, notamment celle de Delphin Kayimbi et de M. Léon Lukaku, que je connaissais, de son vivant. Alors, bon, deuxièmement, c'est que ils sont dans deux domaines différents, et des domaines vraiment assez spécifiques de renseignement. Alors, on a Delphin Kayimbi, qui était un général, l'autre qui était un pauvre directeur civil, mais dans le service de renseignement de l'administration pour une bonne justice de notre pays. Oui. Mais le problème avec le général est que le général venait d'être suspendu. Le chef de l'État l'a rappelé au Conseil des ministres, d'après ce que j'ai lu sur Jeune Afrique, qu'il avait placé son directeur de cabinet sur écoute. Donc Vital Kamerhe était sur écoute de Delphin Kayimbi. Est-ce que c'est seulement le directeur du cabinet ou le président de la République aussi? Et on a parlé de 30 de ses collaborateurs. Donc, quand vous réussissez déjà à mettre, sans dire cab, sur écoute, vous maîtriserez à la limite, si pas 100%, mais du moins 80% de l'agenda du chef. Oui. Et pourquoi pas de ce qu'il en résoudra, le contenu. Donc, je pense que Delphin Kayimbi, qui prenait les loisirs d'exercer cette pratique, savait
à qui il donnait rapport. Mais du moins, ce n'était pas un service orienté par les institutions de la République, c'était un service que lui-même s'octroyait le droit et le devoir de le faire au lieu de faire ce qui était nécessaire, pourquoi pas les renseignements militaires. Alors, le chef de l'État a dit qu'il a donné des informations, et puis après, quand le monsieur voudra aller encore voyager pour aller renforcer sa logistique, il a été empêché de voyager, il a été suspendu, et le jour où devrait débuter son audition, le monsieur a rendu l'âme. Mais cela n'est pas vraiment surprenant pour un proche de Kabila. Nous connaissons comment le reste sont partis, toujours avec ce même type de mort et sans explication. Jusqu'aujourd'hui, les enquêtes ouvertes et les enquêtes se renferment. Nous ne savons pas dans quelles conditions ou quelles sont les circonstances qui ont entouré Moi, je suis en train de lire, mort je suis en train de lire et les restes. Je suis en train de lire, pendant que vous parliez, je suis en train de lire un document ici. Et voilà ce que les gens disent. Hein. Je vais peut-être prendre quelques mots. Ils disent que Delphin Kayimbi, ben, je trouve quand même méchant que les gens disent qu'il mérite sa mort. Je trouve ça assez méchant parce qu'on ne se complaît pas dans la Oui, parce qu'on est africain, oui. On ne doit pas supporter Exactement. que les gens Exactement. jettent de l'opprobre sur quelqu'un qui est décédé, même en justice. Oui. On arrête les poursuites C'est ça. quand quelqu'un une est personne décédé, ça sert à Mais rien le de poursuivre. problème est que Delphin ne jouait pas frangé. Il ne servait pas l'État. Tout c'était au service des individus. Moi, j'ai appris, on m'a donné des informations selon lesquelles, au sein du PPRD, il y a une cellule stratégique où siègent tous les généraux de l'armée. Exactement. Tous les généraux de l'armée siègent dans une cellule stratégique du PPRD. Mais vous n'avez pas entendu lorsque Chadari disait que... Et si ces informations... Chadari, je ne vous coupe pas. Ouais. Chadari disait, tous les généraux Nabiso. Voilà. Il les disait. Alors si ces informations sont confirmées, c'est très grave parce que dans le passé, nous avons eu à voir le général Didier Ntumba qui juste après sa retraite est allé adhérer au FCC. Il est devenu le général, sénateur, je crois. Il est sénateur. Voilà. Donc vous avez également, en dehors des ministres qui ont occupé, vous avez également Jean Dédié Oleko de la police qui a fait la même chose. Donc vous n'allez qu'à voir et à constater que depuis que Delphin Kayimbi est décédé, est parti, le PPRD en a fait son affaire. Alors, le Katangé en a fait leur affaire. Nous ne comprenons plus rien. Alors que nous avons perdu les combattants, les véritables militaires sur les champs de bataille, Mamadou Ndala, personne n'en a fait une déclaration. Nous avons perdu le général Mbunzamabe, nous avons des émérites, des militaires, Baouma. Voilà, donc ce sont des morts comme ça là. On a perdu et le PPRD choisit son camp quand il s'agit de Delphin Kayimbi. Alors je vous reprends. Mais je voulais donner encore une information concernant Lukaku que peu de gens connaissaient. Mais sa mort, il s'agit donc d'une mort naturelle. D'après ce que ses proches m'ont dit, la famille m'a dit qu'il s'agissait là d'une mort naturelle. Mais ce qui est évident, c'est que le monsieur a été suspendu après avoir été entendu par un PV auprès de l'ANER. C'était le même jour que Kalev a été interpellé là-bas dans le même local. Le monsieur a été considéré comme une taupe au service de Kalev. Pourtant, Kalev n'était plus en service. Voilà pourquoi il a été suspendu. Le monsieur, il n'était plus en fonction. Donc, il a trouvé la mort par une crise cardiaque. D'après suite au souci, peut-être. Hein, alors, c'est pas les restes. Alors, je reviens à vous, Gabi Kouba. Gabi Kouba, le PPRD parle de venger la mort du général Delphin Kayimbi. Donc, quand on dit qu'on va venger quelqu'un qui est décédé, donc on doit connaître l'auteur de la mort de cette personne-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'auditorat militaire, sinon le parquet général après la cassation, peut-il inviter les membres du FCC, les auteurs de ces propos-là, afin qu'ils puissent élucider leurs pensées? Quand ils disent qu'ils ont connu des vengeurs, ils vont se venger. Ils vont se venger contre qui? Pourquoi? Quand et comment? Excellente question. Cela constitue un indice d'enquête pour la justice. Parce que le fait déjà de se prononcer pour les membres d'un parti politique à cause de la mort d'un officier de l'armée ou d'un directeur de service de renseignement et qu'un parti politique se prononce publiquement pour dire nous allons nous venger, cela veut dire que le parti connaît les auteurs des 7 morts
Donc ceux qui ont orchestré cette mort, et maintenant on présente des éléments à la justice, à l'auditorat militaire d'enquêter également sur ces individus qui veulent s'venger. S'venger contre qui? D'excellentes questions que vous posez. Quand et comment, de quelle façon? Parce que lorsqu'on parle du directeur Lukaku, on dit que c'est une mort naturelle, d'après ce que j'entends de la part d'Edmond qui les connaissait, parce qu'il avait vraiment le profil d'un agent de renseignement. Je n'ai jamais entendu son nom, je ne le connaissais pas non plus, je connaissais peut-être en tout cas, non plus. Jamais connu, jamais entendu. Je n'ai été surpris de son nom qui est. Donc celui-là est entendu dans les mêmes circonstances que Kalev. Bon, mais après, on dit qu'il est décédé. Bon, c'est une crise cardiaque. Est-ce que c'est à cause de toutes les tensions, tous les problèmes qui se sont accumulés? Ce qui est vrai aussi que les gens sont caporalisés, les services de l'État ont été caporalisés pendant des années. On ne peut pas dire que ça a commencé avec le régime Kabila, fils, non, ça a commencé depuis l'époque du maréchal Mobutu, mais les gens n'ont pas changé. Donc, les gens ne se sont jamais convertis. Ils n'ont pas plus été au service de la République, ils ont été plus au service d'un système ou d'un individu. Et quand les choses changent, c'est vrai qu'on n'a pas encore changé. Le changement institutionnel est délicat et difficile, mais au Congo, il n'est pas impossible. Donc, pour dire que ces individus qui se sentent toujours proches de l'ancien système estiment qu'au lieu de rendre des services à la nation, ils ont perdu peut-être que des avantages indus qu'ils avaient accumulés pendant plusieurs années et qu'aujourd'hui, on tente peut-être de reprendre les choses et les contrôler en main. Or, ce sont des pratiques qui relèvent d'une autre époque. Et là, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que le président Tshisekedi parlait de l'état des droits. On ne va pas peut-être que demander au président de la République de poursuivre les individus qui commettent des infractions, la justice, mais le fait pour lui d'avoir commencé déjà des nominations dans les hautes cours de la justice, donc il accorde une place importante à la justice. Bon. Est-ce que c'est une simple nomination ou bien on veut une simple nomination qui ressemble à un changement cosmétique ou on veut réellement un état de droit? Et l'état de droit, ce sont les actes. Donc on veut aujourd'hui que ces individus qui se prononcent soient convoqués. Parce que si Kaimbi, c'est un officier de l'armée qui s'est battu pour la République, personne ne serait très affecté que le président Tshisekedi, parce que c'est lui le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de lui que l'ensemble du peuple congolais attend le rétablissement total de la sécurité sur l'ensemble du pays. Donc le fait pour lui de perdre un officier, ça doit profondément l'affecter plus qu'un parti politique, parce que les partis politiques devront attendre les résultats du travail de Tshisekedi et non entraver son travail ou bien faire un travail parallèle. Mais, donc, alors, depuis quand un parti politique vengerait la mort d'un général? Voilà. Mais c'est comme ça que ça donne même des arguments. J'ai suivi les responsables, je crois, de la SADO, M. Katende, qui dit que c'est une mort suspecte. Et Kaimbi, il a été même cité dans les sanctions sur la liste des personnalités proches du pouvoir. Mais il n'y a pas seulement que Kaimbi qui a travaillé avec Kabila. Mais on peut dire que vous avez des fidèles. Parce qu'on a des centaines d'officiers, des centaines de généraux sur l'ensemble du pays qui ont aussi travaillé avec le régime, qui ont servi la République. Pourquoi n'ont-ils pas été cités dans tous ces rapports sales des ONG, des Nations Unies, de l'Union Européenne et des États-Unis? Donc, le fait pour certaines personnes, quand vous regardez même la déclaration du mois de janvier de la conférence épiscopale du diocèse de Beni, Butembo, on pose la question pourquoi la guerre ne se termine pas à Béni. Les documents ont été largement répandus et on cite les noms des officiers congolais impliqués dans les massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ça aurait été intéressant que peut-être qu'il était innocent, c'est pas parce que son nom a été cité dans les rapports qu'il était réellement mais il est passé par les auditions, donc voilà, on l'a entendu la première fois, la deuxième fois même, on va dire. Est-ce que ce n'est pas aussi la pression qu'on a mis sur lui qui l'a abattu? Non, mais si la justice était rendue au nom des victimes, il serait peut-être innocenté. Et après, on se rendrait compte qu'il n'était pour rien, c'était des affabulations, des accusations gratuites. Mais s'il était condamné, ça aurait été aussi un grand soulagement pour les victimes des atrocités dont il était accusé. Alors, aujourd'hui, nous demandons à la justice, parce qu'il s'agit des morts suspectes. Comment expliquer? Le premier jour, il a été auditionné, le deuxième jour, auditionné, et puis
le jour de la 3e audition, c'est le jour où on nous donne la version qui s'est suicidé. Mais s'il s'est suicidé, pourquoi s'est-il suicidé? De quoi se reprochait-il exactement? Parce que si je suis innocent et qu'on me convoque, on me convoque par la justice, ben, je vais comparaître en homme libre. Je sais que je n'ai rien commis. En ce moment-là, je serai blanchi de tous les soupçons des crimes qui pèsent sur moi. Donc les faits, mais comme il a été cité dans plusieurs dossiers, et Sall, lui, comme le directeur des renseignements, c'est une fuite en avant, ou bien ce qu'on voit dans des films où les témoins les plus gênants doivent être écartés le plus tôt possible avant que les informations ne puissent sortir. Je reviens à vous. Donc voilà un indice pour la justice. Alors Edmond Izouba, est-ce que vous pensez aujourd'hui, il y a un scénario, les gens disent ceci, voilà, ils disent bon, il peut être possible, ce qui est possible c'est que Delphin Kayimbi commençait déjà à céder un peu. Il a commencé à avouer quelques informations que Kabila ou que le clan Kabila n'ont pas supporté. Et que donc, M. Delphin, on l'aurait kidnappé de chez lui, on l'aurait abattu, on l'aurait remis chez lui, à la maison, comme pour simuler qu'il y a eu une sorte de... Non, le président de la République Alors, il y a eu beaucoup de choses. A coupé l'herbe sur le pied de tous ceux qui véhiculent les rumeurs. Il a dit qu'il est mort par asphyxie. Il a dit au Conseil des ministres que, d'après ce que j'ai lu sur Jeune Afrique, que le général est mort par asphyxie. Alors, qui l'a asphyxié? Donc, même les versions que nous avons entendues par ses proches, voilà, il s'est pendu. Parce que vous devez savoir une chose, un général ne mord pas par pendaison. Non, il ne rend pas l'âme par pendaison. C'est un exercice très difficile et très compliqué pour lui. Pour un général, ça tire une balle dans la tête, ou soit on le tue. Donc, pour le cas du général Baouma, il faut élaguer déjà toutes les hypothèses. Il y a quelqu'un qui est venu lui donner la mort. Alors, c'est qui? Quelqu'un l'a abattu. Effectivement, c'est la personne qu'il faudra poursuivre. Donc, quand on dit par asphyxie, c'est qu'on a retrouvé quand même certaines traces sur son corps, oui, et qui pourraient s'est transformé comme une piste qu'il faudra explorer pour aboutir à des enquêtes sérieuses. Asphyxier, ça veut dire étouffer et tout le monde. Oui, il a étouffé, étranglé, voilà. Le terme utilisé d'ailleurs, étranglement. Voilà, donc il a été étranglé, ainsi de suite. Donc c'est grave pour emprunter la même voie. Pourquoi Edmond? Pourquoi on l'aurait fait ça? Non, le président de la République, quand il a pris le pouvoir, Félix Tshisekedi, il a dit il ne fait pas les tabula rasa. Il va appliquer la révolution pardon. Il a pardonné tout le monde. Il n'avait aucune mauvaise pensée ou arrière-pensée sur les individus ou les militaires qui ont travaillé avec Kabila. Voilà pourquoi il a même maintenu la chaîne des commandements qu'il a trouvée dans la partie est du pays jusqu'aujourd'hui. Il avait encore confiance. Il espérait que ces gens-là étaient de bonne foi, capables de servir le pays. Mais tellement que l'individu était au-delà, au-dessus de la mêlée que le pays tout entier, les individus sont restés dans le service d'un seul homme, Kabila. Alors, qu'est-ce que le président de la République apprendra? Pas par les services nationaux de renseignement, mais par ses homologues, chefs d'État africains, qui avaient un plan pour les tuer. Un plan qui s'est concocté dans son pays sans que lui-même ne soit informé. On a commencé à mettre à l'écart M. Kalev. Mais ça ne suffisait pas, sa mise à l'écart. Il a multiplié des sorties à l'extérieur du pays pour contrôler effectivement ce que le chef fait en dehors du pays. Au-delà de lui, ceux qui ont été encore mis en quarantaine ont trouvé ça mal. Ils ont commencé à multiplier d'autres services de mal contre Fachi. Voilà que maintenant, on tombe même sur un général de surcroît, la deuxième personnalité, la troisième ou deuxième personnalité de l'armée congolaise, plongée dans le renseignement des individus. Et qui sont ces individus-là? C'est les services du président de la République. C'est très grave dans un pays comme des États-Unis, on ne parlerait même pas de l'audition. Ça, c'est une de trahison. Là, on vous fusille. Parce que là, vous vous comportez comme une top
comme un traître. Et ça ne marche pas dans l'armée. Mais le monsieur a pris quand même le loisir de le faire. Heureusement, Fachi, il est protégé par les pouvoirs spirituels que toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Finalement, il ne fait aucun effort et eux-mêmes commencent à se dénoncer. C'est le même cas pour, je dirais, le monsieur qui vient de partir, paix à son âme, monsieur Léon Lukaku, qui était au service de Kalev malgré sa suspension. Bon, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que Kalev est allé faire à Addis Abeba. On nous parlera d'escale. Oui, comment l'escale peut durer aussi longtemps que prévu? Est-ce qu'il était le seul passager à bord ou il devait attendre l'avion, venir, ainsi de suite? Non, pas du tout. Vous allez comprendre que en dehors de ceux qui ont été dénoncés pour le moment, il y a encore tant d'autres qui seront dénoncés. Ah oui. Et vous savez, dans tout ça, c'est quoi? C'est que le plan contre Fachi, le plan de son élimination ne marchera plus parce que ils ont commencé déjà à se dénoncer. J'ai appris qu'il y avait certaines personnalités politiques du FCC qui ont commencé déjà à demander des protections de la part du président de la République. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à tout moment. Je vous donne une belle info. On ne sait pas le prochain tour. Je vous donne une belle info. C'est peut-être une exclusivité, parce que vous êtes très introduit et vous aussi très introduit. Il y a des personnalités du FCC qui fréquentent aujourd'hui les carrés de l'UDPS au sommet, qui le fréquentent pour essayer de trouver un moyen de le rencontrer, Fachi. Un bouet de sauvetage. Mais alors des plus hautes personnalités. Peut-être le moment où ils vont venir, je citerai le nom de ces gens-là. C'est quand même assez bizarre, ces gens qui prétendent. En fait, ils disent le comble dans tout ça, c'est que la journée, ils disent autre chose, qu'ils ont le pouvoir, mais la nuit, ils font des courbettes. C'est comme des petits enfants qui vont demander de l'aumône. Oui, mais vous savez, la politique consiste aussi à dépolitiser ce qui est politique et à politiser ce qui est apolitique. Ça, c'est une information qui date de longtemps. Savez-vous que juste 24 heures après la proclamation des résultats, en 2018, par Nanga, il y a un groupe du FCC qui a rejoint Tshisekedi à l'hôtel. Mais c'est parce qu'il veut rester ferme dans ses engagements. Non, mais c'est pas les groupes, c'est pas je ne parle pas de ces gens-là. Oui, mais on va citer les des grands financiers. Ah oui, mais c'est des gens qui ont travaillé. Je dis les très. Bon, on ne va pas aller plus loin. Je vois votre regard. Poursuivez. Je sais les questions. Ah oui, on les a vus, hein, mais c'est parce que lui, c'est un homme de principe. Il dit non, la politique et le débauchage, je ne veux pas pour l'instant. Donc, je suis en alliance avec vous, soyons en alliance. Donc, c'est l'option que nous avons levée tous ensemble. Si les mêmes gens doivent faire toujours la transhumance politique à chaque fois qu'il y a un changement de président de la République, donc à ce moment-là, ça ne peut pas marcher parce qu'on a vu les mêmes avec Mobutu, les mêmes avec Kabila Père, Kabila Fils, aujourd'hui avec Tshisekedi, ce n'est pas ça l'option. Donc ils sont là, ils sont là. Mais revenons sur la question qui nous concerne. Les gens, beaucoup d'entre eux sont dans une situation de détresse aujourd'hui. Ils pensaient que rien ne pouvait leur arriver et rien ne pouvait changer. Or, la chance qu'ils ont, c'est d'avoir un Tshisekedi qui dit je ne vais pas fouiner dans le passé. Mais on ne peut pas fouiner dans le passé, parce que si on ne fouine pas dans le passé, on n'avancera pas. La justice, c'est pour fouiner dans le passé. Heureusement qu'il a ouvert une brèche pour dire ce n'est pas à moi. Mais si des institutions habilitées à le faire veulent le faire, je ne vais pas m'y opposer. Et l'état de droit, c'est aussi cela. Et justement, ce qui arrive, tu as vu, Kalev n'est pas sa première bourde. Déjà, il écrivait une lettre dans laquelle il parlait de la trahison de ceux qui ont travaillé avec Kabila. Non, Kalev n'a pas été le premier directeur général des services de renseignement sous Kabila. Vous avez, par exemple, Darouzi, l'homme à qui il a succédé. Mais c'est un homme libre. Qui parle de lui? Il mène une vie calme comme tous les autres Congolais. Mais pourquoi parle-t-on seulement de Kalev, un homme sulfuré qui a été dans plusieurs coups sales? Donc il se reproche de quelque chose et il lui veut absolument une protection éternelle pour se soustraire à la justice ou peut-être à toutes les gaffes qu'il avait commises pendant qu'il a exercé ses fonctions. Pourtant, c'est un agent public de l'État qui ne pouvait même pas être au service d'un individu, mais au service de la nation. Il a fait sa carrière dans les services de renseignement. Est-ce que ce qu'il a appris dans les services de renseignement, c'est défendre un individu à tout prix et durant toute sa vie? Non. Et
quand vous regardez la conférence de presse d'Augustin Kabouya au début du mois, quand il disait que Kalev était en train d'espionner les chefs, les gens avaient douté. Les gens croyaient que Kabouya, moi personnellement, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui sur plusieurs points, mais il était informé. Parce que oui, Augustin Kabouya, secrétaire général AI de l'UDPS. Bon, je sais la gestion du parti et puis d'autres affaires. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Mais il était informé. Quand il disait que Kalev espionnait le chef de l'État, les gens avaient douté. Et moi-même, en tant que Saint Thomas, je croyais que ce monsieur-là racontait des histoires où il était un affabulateur. Mais quand vous regardez les pays que Kalev a visités avant d'aller chuter à Addis Abeba, ce sont les pays que Tshisekedi a visités 2 ou 3 fois depuis qu'il est élu. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Congo-Brazzaville. Et ce qui est grave encore, Kalev, nous n'avons jamais vu un décret du Premier ministre nommant les conseillers du cabinet. Et on peut dire aujourd'hui que même le gouvernement actuellement travaille avec des journaliers parce qu'il n'y a pas d'arrêté ministériel qui nomme les membres des cabinets, à part peut-être que les DIRCAB et les DIRCABA qui ont été nommés. Mais Kalev a séjourné à l'étranger avec un ordre de mission signé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Faisant de lui un conseiller politique. De lui conseiller politique. Depuis quand l'arrêté nommant, le décret nommant les membres du cabinet du Premier ministre a été signé. Donc, le ver se trouve dans les fruits. Et je crois qu'il faudra encore fouiner très loin. Il y a d'autres indices. Parce qu'ils ont installé. Le système a des ramifications et des tentacules dans tous les services de l'État et partout. Donc, est-ce que la Fatih est menacée, vous pensez? Mais vous ne pouvez pas être qu'un président de la République d'un pays comme la RDC sans que votre vie ne soit menacée. Il sait qu'il est menacé au quotidien. Quand vous regardez, déjà quand les gens parlent, nous allons paralyser les pays. Mais les pays nous l'ont déjà paralysé. Pourquoi on s'en prend aujourd'hui à Tshisekedi? S'ils avaient fait ne fût-ce qu'un travail, parce qu'un pays, on le construit pas à pas sous forme d'un escalier. Mais parce que tout a été détruit. Aujourd'hui, il faut tout refaire à zéro. Et nous devenons de plus en plus impatients vis-à-vis de la politique de Tshisekedi pour dire qu'il faut décoller rapidement. Mais c'est parce qu'ils ont paralysé réellement le pays. Donc, les individus qui ont paralysé le pays doivent être paralysés par la justice. Très bien. Alors, Edmond Izouba, collègue Brackman sort un document pour dire que Joseph Kabila s'approvisionner en armes en venant par la Tanzanie et puis par son frère Zoé Kabila. Est-ce que vous pensez que c'est une fausse information ou ça corrobore la version des Kaimbi, des bien d'autres opérateurs politiques congolais qui se trouveraient dans cette histoire? Je me rends compte que nous sommes en train d'arriver vers là. Parce que Gabi a dit que le vin se trouve dans le fruit. Donc, nous arriverons. Parce que le pays a été caporalisé, le pays a été pris en otage par certains individus qu'on appelait caciques de Kabila. Il y avait des gens qui dirigeaient l'économie. Je ne parle pas de ministre de l'économie, parce que là, c'était vraiment des échantillons, comme on dit, des marionnettes. Mais le vrai gouvernement de Kabila existait à Kingakati. Et c'est le gouvernement qui coiffait non seulement les individus, mais qui considérait la RDC comme si c'était leur bien privé. Alors ils se sont eu à se partager des pouvoirs et ils pensaient qu'ils devront garder ce pouvoir même quand il y a un chef de l'État sur place. Voilà pourquoi ils ont multiplié des déclarations. Moi je suivais leur jeunesse en train de dire que le président c'était un président étiquette. C'est un pantin, marionnette, ainsi de suite. Ils vont faire des projets de lui-même, un président consciencieux savait qu'il n'était pas marionnette, il savait ce qu'il devrait faire. Et aujourd'hui, l'étiquette, la marionnette devient appréciable, devient un humain. On ne sait pas quand est-ce qu'il va encore agir. Donc, il faut comprendre que quand Chadar Yantouche Ayouma, les intérêts économiques de la famille Kabila, il dit qu'ils vont déstabiliser les pays. Parce qu'ils savaient déjà déstabilisé. Vous avez reçu un opérateur lignien ici qui vous disait... Parce qu'ils savaient qu'ils ont déjà déstabilisé et ils ont encore la facilité de le déstabiliser. Mais lui-même, quand on a failli les toucher, paf,
il s'est tué jusqu'aujourd'hui, il ne parlait pas. Bah, il a été déstabilisé. Donc, non, mais c'est-à-dire, eux-mêmes ont commencé par donner des éléments de preuve. Aujourd'hui, si on veut enquêter, moi je demanderais qu'on a enquêté même sur le propos des Shadari qui disaient qu'ils vont déstabiliser le pays, et les armes de Tanganyika qui entrent par Tanzanie, et la mort de notre frère Kaimbi, de Lukaku, et d'autres morts qui viendront après. Est-ce que ce n'est pas ça la paralysie? Non, mais ce n'est pas ça la paralysie. Ici, on délivre les bons délivrés. Ils sont en train de partir. Peut-être que c'est grâce à Dieu, mais aussi parce que celui qui était au-dessus de la mêlée était plus fort que tous ces gens-là. Parce qu'il ne leur jouait pas franc jeu. Il avait aussi ses propres cartes à lui. Il disait, voilà, peut-être quelque part, en train de le regarder dans le miroir, voilà, des imbéciles qui ne comprennent pas. Peut-être qu'il les insultait quand il restait seul. Il donnait des ordres comme ça, vous partez, il donne des ordres contraires au téléphone. Personne ne savait le contrôler. Et aujourd'hui, il est peut-être seul, assis quelque part, je cite les notes personnes, assis quelque part en train de réfléchir à qui le prochain tour. Donc c'est grave. Est-ce qu'aujourd'hui, Edmond, les gens ne se trouveraient pas dans une sorte de foi, ou dans de foin, pardon, ou dans une sorte de moule, au point que tout est bloqué, tout est embrouillé. Il n'y a qu'une seule personne, la personne dont vous parlez, qui connaît un peu les méandres et tout, et il serait en train de décider sur la mort des uns et des autres. Tel connaît beaucoup, il doit partir. Tel connaît beaucoup, il doit partir. Tel connaît beaucoup, il doit partir. Le président de la République, en arrivant au pouvoir, il savait que un moyen le plus simple de détourner l'attention de ceux qui lui en voulaient, c'était de ramener les débats au niveau international. Et aujourd'hui, si, je dirais, s'il a un peu de la force et de la retenue aujourd'hui, c'est grâce à la diplomatie. C'est grâce aux informations que le pays reçoit de l'extérieur, pas de l'intérieur, parce qu'il est déjà infiltré. Donc, en dehors de ça, quand il a aussi pris le pouvoir, nous avons contesté cela. Le président de la République a dédié ce pays entre le main du Très-Haut, le main du Seigneur. Il s'est agenouillé, il a prié, il a dédié toute une nation. Vous avez assisté, c'était au stade des Martyrs. Aucun président n'a eu à le faire dans le passé. Donc ce sont des pistes qui montrent que le président est de bonne foi et que tout complot contre lui sera nul et sans effet. Mais aussi sur le plan politique, je vais ajouter peut-être pour qu'on clôture le premier sujet. Sur le plan politique, le président n'est pas encore confortablement bien entouré. Voilà pourquoi les États-Unis, les États-Unis, les Nations Unies et voire même d'autres pays insistent sur l'audit qui doit caractériser l'ancienne gestion sous Kabila. Et c'est là où peut-être il y aura un bouée de sauvetage pour toute la République. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est de la pure diversion, c'est la distraction. On doit fouiner et on arrivera à le faire. Alors, oui, allez-y. Je voudrais ajouter un élément parce que vous soulevez cet article de Madame Brahma. Ah oui, cela ne peut pas m'étonner. Peut-être que Kabila n'est pas toujours responsable de tout ce qui est arrivé, mais il est responsable de s'être tué et de n'avoir pas blâmé sérieusement ou de ne s'être pas débarrassé des fous qui pullulait sa cour. C'est son plus grand péché peut-être, hein? Mais en tant que responsable de l'État, il peut toujours dire tout ouvertement, tout ce qui se passe, des sales coups, ainsi de suite. Et quand vous parlez d'une cargaison d'armes, cela ne peut pas me surprendre, hein, des acquisitions. Vous voyez par exemple une province comme Tanganyika qui partage ses frontières avec la Tanzanie, le Burundi, et dans une certaine mesure aussi avec la Zambie. Et les positionnements, par exemple, parce que, bon, vous me connaissez plus comme chroniqueur de matières premières, le plus grand gisement du lithium du monde, aujourd'hui, se trouve à Manono. Et à Manono, les Australiens, les Chinois sont déjà avec l'entreprise AVZ pour exploiter. Et quand vous regardez même le chemin de fer que le Kenya a construit avec la coopération chinoise, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'en République démocratique du Congo. Donc, il y a des grands enjeux. Le Kenya va transporter quoi? Parce que quand vous construisez un chemin de fer, il faut avoir des produits à transporter. Et ça va passer par là.
le positionnement, par exemple, de M. Kabila Zoé Mwanzambala, ce n'est pas... C'est comme ça, ce nom? Ah oui, Zoé Kabila Mwanzambala. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est un enjeu... Vous savez ça? Ah oui, c'est un enjeu énorme. Mwanzambala. Ah oui. Mwanzambala, si tu savais pas. Tu l'as donné Mwanzambala. Je viens d'ajouter. C'est un enjeu énorme pour la République démocratique du Congo. C'est vrai, il est de bonne loi que Zoé, en tant que citoyen, n'ayant pas été condamné par une quelconque loi de la République, il peut postuler comme gouverneur et il a été élu, quelle que soit la manière dont l'élection du gouverneur s'était déroulée. Donc cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Il avait un programme, vous savez, il avait un programme, il a bien mis son programme. Quand je vois même les gens dire, bon, mais les lignes bougent et tout ça, on est en train de reconstruire la province de Tanganyika, bravo à lui d'avoir pensé à la République. Mais les dessous des cartes, les gens les ignorent encore. Cela veut dire au-delà... Est-ce que Colette Brackman a raison de dire au-delà que les armes viendraient de la Tanzanie en passant par Kalemi? Y a-t-il une voie qui relie Kalemi à Tanzanie? Ah oui, bien sûr. Le lac Tanganyika va jusqu'à en Tanzanie et va jusqu'au Burundi. Okay. Donc c'est la voie. Quand vous regardez même les chalutiers ou encore des navires qui opèrent dans cette partie, la plupart des navires viennent de ces pays-là. Donc ce n'est pas une province totalement enclavé. Peut-être qu'à l'intérieur du pays, on n'a pas assez de connexions, mais avec l'étranger, vous avez une connexion directe à travers le lac. Et connaissant déjà la porosité de nos frontières, la complicité aussi des responsables de l'État, les agendas cachés des uns des autres, donc je ne peux pas être surpris par une telle affirmation. Ça peut être faux de la part des Colette Brackman, mais je ne suis pas surpris parce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire concrètement en soulevant cet exemple? Cela veut dire que le pouvoir a des tentacules. L'ancien système avait des tentacules partout, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique. Savez-vous qu'il y a un groupe du FCC qui est allé se plaindre à l'ambassade de l'Espagne récemment? Récemment, les hauts cadres du parti pour dire voilà, le président Tshisekedi, vous lui apportez un soutien absolu, il ne respecte plus les clauses, il commence à nommer dans les entreprises, il a nommé à la JICAMINE et à la SCC sans nous avoir consultés, il a nommé dans l'appareil judiciaire, il ne nous a pas consultés. Est-ce que vous trouvez normal que la justice, que le haut magistrat de la République, soit nommé sur base des partis politiques, que l'UDPS, le PPRD, l'UMC et les autres partagent des postes de responsabilité? Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais voici les résultats. Parce que vous savez que les juges à la Cour constitutionnelle étaient encore détenteurs de cartes de partis. Ah oui, mais c'est vrai. Mais voilà ce qui s'est passé. Mais si Tshisekedi n'arrive pas à se démarquer de l'ancien système, il sera en face de la même hostilité que le peuple congolais a affiché vis-à-vis du pouvoir de son prédécesseur, d'où il a tout intérêt à rompre avec les habitudes. Quand il dit « je ne vais pas fouiner dans le passé », cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir rupture avec les anciennes pratiques. Alors, pour vous dire que même sur le plan diplomatique, ces gens-là se croyaient intouchables, inamovibles. Donc, gouvernants éternels régnant sur nous comme des vrais colonisateurs. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années et des ramifications continuent. Et je crois que le déboulonnage dont il a parlé commence déjà à porter ses fruits. Très bien. C'est pourquoi la grande question maintenant, le travaux de son jour, une année, jour pour jour, Edmond Izouba, qu'est-ce que l'on retient aujourd'hui? Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que le 100 jours, c'est les sauts de moutons. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être ont été faites. C'est quoi, Edmond Izouba? Expliquez-nous. Bon, les 100 jours confondus au saut de moutons, parce que c'est le plus grand projet que la ville de Kinshasa en a eu, hein, c'est comme on dit, la part du lion dans le programme d'urgence du 100 jours du président de la République. Mais vous allez dans d'autres provinces, vous allez voir des écoles, vous allez au Congo central, là où j'étais récemment, vous allez voir des routes et des bourbiers qu'on a enlevés, le point chaud et ainsi de suite, des routes pampaneuf refaits avec la compagnie Krexet, la compagnie chinoise, aller vers Lufu pour trouver désormais un pont à 4 bandes qui remplace un pont qui était là à l'unique bande. Et c'est vraiment des ponts totalement modernisés et des routes. Donc c'est vrai qu'à Kinshasa ici, le problème des sauts de moutons est devenu vraiment un sérieux problème parce que après, on pensait que c'était un programme qu'il faudra exécuter pendant 3 mois et ça devient récurrent, on a entendu, et ça a créé une sorte de clameur publique. Aujourd'hui, on parle
plus de sauts de moutons que de n'importe quel autre projet déjà réalisé et des ouvrages déjà livrés. Surtout à l'intérieur du pays, j'insiste, parce que même en Ituri, en province de Tanganyika, et ainsi de suite, dans le nord-sud Kivu, il y a bien d'autres projets que le 100 jours doit financer. Mais je dois vous rappeler, oui, peut-être c'est ça la question. Je réponds intentionnellement à votre question que vous devrez me poser. La grogne qui a suivi est due à, je dirais, à une rupture brusque de financement. Vous savez, quand vous collaborez avec une entreprise, surtout en matière de construction, il y a un régime de financement. Et ce régime-là était déjà adapté. Les entreprises étaient habituées de récupérer quelque chose dans le trésor public, dans leur compte, pour exécuter les travaux. Mais vous avez un ministre de Finances qui arrive avec le nouveau gouvernement. Il estime qu'il doit voir clair. Il rompt le financement. Il écrit même dans des banques pour que personne ne puisse s'endetter pour le compte de la République. Il freine même toutes les institutions de la République. Alors c'était un choc pour ces entreprises qui exécutaient les travaux sur le plan technique. Alors il dit qu'il doit inspecter, voir, mesurer le financement, le taux, et tout ça, évaluer. Bon, je ne sais pas si depuis quel jour le ministère des Finances a aussi, lui, les inspecteurs des travaux sur terrain en matière de construction. Mais du moins, c'est là à Goul, il s'est débrouillé pour nous dire, voilà, on a exécuté à l'auteur de 40, c'est pas 50%. Le taux de financement était de 70%. Il nous a inventé sa propre théorie. Vous savez, c'est grave parce que le programme, d'abord, c'est le programme du chef de l'État. Vous venez à peine d'arriver. Vous dites que vous voulez voir clair. Vous savez, dans le langage quinois, quand un ministre arrive ou une autorité dit qu'il veut voir clair, c'est que lui aussi veut avoir quelque chose. Donc, voir clair là, c'est-à-dire, non, mais comment je ne suis pas là seulement pour libérer l'argent. Moi aussi, je dois avoir ma part. C'est ça ce qu'il voudrait dire. Et ce qui se passe encore dans cette fameuse histoire de saut de mouton, non seulement qu'on bloque le financement, mais on accuse les entreprises qui sont en train encore d'exécuter les travaux de détournement. Qu'est-ce qu'ils ont détourné? Ils sont allés en tripartite avec les membres du gouvernement. Ils ont expliqué leur faiblesse au Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous étions en train d'exécuter les travaux. D'abord, ce sont pour la plupart des marchés de gré à gré. Pour la plupart des marchés de gré à gré, d'après ce que la loi recommande, il faudrait absolument travailler avec les structures pérennes de l'État congolais. Mais qu'est-ce qui se passe avec les structures pérennes de l'État? Ils n'ont pas de matériel adéquat. La raison pour laquelle ils ont ouvert la voie à des sous-traitances avec d'autres entreprises, là je n'entre pas dedans. Mais ce qui intéresse, c'est que comment les histoires se sont passées, même sur le plan judiciaire, même sur les arrestations. Les entreprises arrivent après l'inspection des travaux du président de la République, la toute dernière, ils arrivent, ils affirment, oui, nous avons nos faiblesses parce que la plupart des matériels avec lesquels nous exécutons les travaux proviennent de l'extérieur. Il y a Grec 7 qui est ici, qui a tout le matériel qu'il faut, mais qui a refusé de céder ces matériels. Ces matériels sont dans leur entrepôt. Mais Grec 7 a refusé. Pourquoi? Pourtant, il pouvait aussi aider ces entreprises à avoir... parce que le Grec 7 était le monopole de tous les chantiers à l'époque de Kabila. C'est le Grec 7 et les Grecs 8 mais pourquoi qui ont exécuté la révolution de la modernité. Avec eux directement? Non, mais parce que la loi interdisait. Interdisait quoi? Mais je vous ai parlé ici de marché de gré à gré qui doit passer soit par Office des routes, soit par l'OVD. Et puis, il faut savoir aussi les coûts. Est-ce que la manière dont l'État a eu à négocier avec les entreprises qui exécutent les travaux, c'est le même coût que... Mais pourquoi c'est Vital Kamerhe qui est cité dans cette affaire comme l'auteur de ce désordre? Non, Vital Kamerhe est cité dans toutes les affaires de la République. Ça ne commence pas aujourd'hui. Vous savez, quand, à l'époque, au PPRD, on devait avoir les élections pour désigner, une élection en interne,
pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Il s'est passé quelque chose à Kingakati. Personne n'a voté pour Kamere. Mais Kabila lui-même, qui recevait à l'époque des rapports sur cet individu, il dit, bon, tiens, bon, moi je vote pour lui. On fait quoi avec ma voix? C'est comme ça qu'il a été désigné. Mais il ne suffit pas qu'il soit désigné pour que ces détracteurs arrêtent de lui mettre le bâton dans le roue, le pot de banane sur son chemin. Non, ça continuait. Et jusqu'à ce qu'il a quitté Kabila, vous avez vu la suite. Et il est venu à l'opposition. Le même qualification du pouvoir l'ont suivi même dans l'opposition. Donc, on l'accusé de Rwandais, on l'accusé de tout ça. On change de nationalité. Oui, mais il y en a d'autres qui disent que... Ben, quand on dit Denise Nyakeru, c'est un sujet rwandais, on doit dire aussi que Kamere, c'est un sujet rwandais. Sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi vous liez les deux? Non, ils sont tous des Chis. Non, mais on peut être tous des Chis, mais l'un est venu avant l'autre. Non, mais attention, la frontière entre le Burundi et le Rwanda, la frontière qui se trouve être plus proche, c'est le Rwanda. Donc, il y a la facilité qu'on accuse quelqu'un de Bukavu, de Rwandais, que de Burundais. Oui. Donc, vous voyez, donc Kamere a subi cela. Et pour moi, je les considère comme un acteur politique gentleman qu'on n'a jamais connu, parce que s'il n'était pas fort sur le plan psychologique, sur le plan moral, il aurait craqué. Alors, je vais terminer. Oui, terminer parce qu'il faut. Après avoir présenté les faiblesses, la parole. Le Premier ministre accorde une sorte de pardon à ces entreprises. Ils partent signer l'acte d'engagement auprès du ministre des IPTPR, le VPM Ngopos. Après avoir signé, le Premier ministre lui-même a encore décaissé de l'argent sur l'ordre du président de la République. Vous arrêtez des entreprises qui ont l'argent de l'État. Donc, tels qu'ils sont là, Blattner a reçu quelque chose, il n'y a pas un mois passé. Le monsieur de Blattner, c'est celui des Safricas. Le monsieur qui construit les logements a reçu quelque chose. Il y a encore qui, parce qu'ils sont au nombre de 3. Même l'office des routes. Donc, tous, ils ont l'argent tel qu'ils sont là. Non, enquête judiciaire, on commence d'abord par les arrêter. On estime que leur fuite est à craindre. Dit, il y a quelqu'un qui est venu et qui a commencé à investir en RDC depuis 1954, ici. Le monsieur Sami. Il a commencé à investir. Il a plus de biens ici au Congo que dans son propre pays. Vous l'arrêtez, vous le mettez, ça fuite à craindre. Mais vous oubliez tout ce qu'il a fait pour la République et même ses affaires privées avec Kabila. On l'arrête là-bas. On le met en prison. On prend encore là. Non, on l'arrête. Donc, on veut, d'après ce que j'ai lu dans le rapport du Conseil des ministres, on veut les extorquer à la vérité de force. Et quand on demande même leur mise en liberté provisoire, ça crée problème. Pourquoi ça devrait créer problème? Ce sont des affairistes. Ils peuvent négocier même pour acheter une liberté provisoire. Il faut les accorder. Donc vous comprenez que, quelque part, c'est vrai, la bonne foi du président de la République a conduit à ce qu'il y ait des enquêtes, mais la manière dont ces enquêtes sont en train d'être désorientées, ça laisse à désirer. Moi j'ai une question simple. Oui. Là encore, je peux vous lire quelques éléments que je suis en train de lire ici. Oui. Le nom de Vital Kamere, cité dans beaucoup d'affaires. Vital serait en train de flouer les enquêtes et que les enquêtes, si les magistrats ont aujourd'hui des pressions, c'est pour que le magistrat ne remonte pas jusqu'à Vital Kamere. Pourquoi son nom est cité dans plusieurs affaires qui salissent la République et qu'il salisse lui-même? Merci beaucoup. Je voudrais répondre à ces téléspectateurs que si le magistrat subit la pression de la part de M. Kamere, il est au-dessus de Vital Kamere de par son pouvoir. Donc voilà. Il doit poursuivre Kamere pour entrave à la justice. Pourquoi il ne le fait pas, magistrat? Parce que Kamere n'a pas le pouvoir de vous révoquer. C'est le président de la République, seul lui a le pouvoir de nommer ou de relever les magistrats le cas échéant. Donc ces magistrats-là sont des gens naïfs, ou soit ils sont aussi dans les coups. Quand quelqu'un vient vous intimider et que vous avez le pouvoir, vous l'arrêtez. À ce moment-là, on saura réellement que les magistrats ont les pleins pouvoirs. Parce que Kamere ne peut pas dire n'enquêtez pas sur tel dossier, je suis le directeur des cabinets. Et puis les magistrats, c'était moi à la place du magistrat. Si je ne peux pas aller jusqu'au bout, je démissionne. Les magistrats ne démissionnent pas, ils ne poursuivent pas non plus Kamere. Donc, ça c'est un point. Les travaux des 100 jours, il faut noter
je restais sur ma soif. C'est les verres à moitié vides et à moitié pleins. Il y a beaucoup d'insatisfaction là-dessus. Et le Tshisekedi ne doit pas compter sur la bonne foi. Okay? On est président de la République, il n'est pas un diacre de l'Église qui doit compter sur la foi des gens. Donc, il y a des textes qui régissent la République. À lui d'appliquer le texte. Et quand vous lancez un projet, un programme de 100 jours urgence, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Lui-même, là où il est allé s'installer, il n'y avait même pas d'eau, il n'y avait pas d'installation hygiénique. Donc, c'était une urgence. Il y avait des routes ici impraticables pour accéder au centre-ville. C'était une urgence. Donc, non, Edmond, mais vous connaissez. Ah ouais, mais vous connaissez. Mais regardez à côté du cabinet de Némi Mouilania au Palais de la Nation. Est-ce que vous trouvez normal qu'au bureau du cabinet du président de la République, qu'on ait des seaux d'eau avec des fûts, des chasses d'eau et des cuves ne fonctionnent pas après la remise des reprises? Oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, qui cause mais ni mai na maboko na so na bureau et directeur de cabinet et président de la République pendant autant d'années. Donc, c'était une urgence de la part de Tshisekedi. Vous allez également à l'OUA, la salle d'attente derrière là-bas, vous avez vu l'état dans lequel étaient les cuves. C'était comme des cuves de notre marché central ici. Quoi, là, on parlait de quoi, du Palais de la Nation? Mais je dois d'abord vous expliquer qu'au niveau du Palais de la Nation, même cette histoire qui fait, on appelle ça comment, le scanner, je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, les détecteurs, oui. Les détecteurs de métaux. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il y on le résiste encore sur le papier, il y avait des gens, comme on a quoi que cela, les scanners, les détecteurs ne fonctionnent pas. Quoique cela n'ait pas été prévu dans les projets des sociétés de Tshisekedi, qui est lutter contre, vaincre la pauvreté, c'était ça son projet de société, mais il y avait des urgences. Le président de la République ne pouvait pas s'installer dans un milieu où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas d'installation hygiénique. Donc c'était une urgence. Mais maintenant, revenons aux grands travaux qui agacent les gens, notamment les fameux Sotemoutombon, je crois, c'est comme ça qu'on les appelle actuellement à Kinshasa. Ah oui, l'opinion a totalement raison de s'agacer. Le président de la République n'a pas d'excuses à présenter aux gens. Je voudrais bien que l'on dépasse le débat parce que là tout le monde en a parlé. Beaucoup d'émissions ont été faites. Mais allons-y au fond. Pourquoi le nom de Vital Kamerhe est cité dans cette affaire? Mais le nom de Vital Kamerhe, c'est ça la grande question. D'abord, les gouvernements. J'ai l'impression que les gens sont insatisfaits. Même quand on a arrêté les gens, il y en a qui demandent encore et encore plus. Pourquoi le nom de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, oui, directeur du cabinet du président de la République, l'homme orchestre de ces travaux, parce que le gouvernement Tchibala était déjà démissionnaire, mais je ne suis pas juriste pour interpréter les textes. Si, en cas de démission d'un gouvernement, toutes les attributions du gouvernement revenaient au directeur des cabinets du président de la République. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas. Si le pouvoir, si le texte prévoit que toutes les attributions d'un gouvernement démissionnaire reviennent au directeur du cabinet du chef de l'État, bon, Kamerhe l'a fait en vertu des textes qui régissent la République. Mais si ce n'était pas le cas, donc il est allé au-delà. Raison pour laquelle ils sont incités. Parce que quand vous voyez même dans les programmes des 100 jours, parlons du contenu des 100 jours, quand vous donnez, on lance les appels d'offres pour les entreprises qui devraient soumissionner pour exécuter les travaux des 100 jours, on évalue leur capacité technique et financière. Hein? C'est ce qui n'a pas été peut-être fait. Et puis, on leur donne un timing. On demande quand même à certaines entreprises de préfinancer les travaux. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, on n'a pas inventé la roue. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des capacités techniques et financières. Ils peuvent préfinancer les travaux et le gouvernement leur donne l'argent après. Est-ce qu'ils ont fait cela? Ce n'est pas le cas. On a vu des entreprises. Et même le gouvernement lui. Et puis, il y a un timing, les deadlines. Quand Tshisekedi lançait les travaux, qu'est-ce qu'il disait? Dans 3 mois. Et dans 3 mois, les sauts de moutons sont inachevés. Après, on dit non, le 30 juin. Et inachevé. Non, au mois de septembre. Ce n'était toujours pas terminé. Non, Kamerhe lui-même n'est pas ce tambour battant sur les médias. Non, le 31 décembre. Si le chef de l'État n'inaugure pas le premier saut de mouton, vous m'appelez. Après, il n'est plus revenu, il n'a plus parlé. Aujourd'hui, on parle du 30 juin et les doutes continuent à s'installer. Donc, on n'a pas non plus à signer un timing aux entreprises qui devraient exécuter ces travaux. Mais les 100 jours, savez-vous que ça ne faisait même pas l'unanimité? Il y a même quelqu'un, un conseiller, qui était en charge de la gestion des fonds du programme de 100 jours. Mais au niveau de la présidence, il y a des choses qui s'étaient réellement passées. Donc, sur ce point, je crois que Kamerhe, en tant que l'homme orchestre, ceux qui les citent,
si ils n'ont pas totalement raison, parce que la justice ne l'a pas condamné, comme le prétend cet auditeur, qu'il y a des magistrats qui reçoivent des pressions de sa part, mais s'il n'est pas condamné, il n'est pas non plus innocent dans ce qui se passe. Alors moi je vais ajouter quelque chose. Donc moi j'ai enquêté sur le sujet. Hein. Mais oui, mais la culpabilité, c'est aussi en fonction de sa responsabilité. Parce que vous savez, même vous et moi, les jours où quand j'ai trouvé l'argent à la fin du mois pour payer les loyers, je dis que ce sont mes efforts. Hein? Quand je n'ai pas trouvé l'argent pour payer les loyers, j'ai dit non, la politique de Tshisekedi et du gouvernement ne marche pas. C'est ça aussi. Donc Kamere est habitué à ce genre de coups et il doit encaisser. Alors j'ai enquêté sur le sujet avant que vous ne puissiez vous répondez, parce qu'on va terminer par vous. Alingala, je pose cette question comme ça. Il faut que sa culpabilité soit établie. Mais c'est quoi le problème alors? Il faut que sa culpabilité soit d'abord établie. Le problème est que... Tu sais sincèrement... Non, le problème est que... Même si on arrête Kamere et qu'il va disculper la justice, les gens diront qu'il a utilisé ça. Non, le problème est que... Moi, si ça ne dépendait que de moi, j'allais demander à ce que Kamere Akende Komiti Kara la justice. Oui, mais Akende parce que je comprends pas les gens en final. Tout le monde les réclame sauf la justice. On ne comprend pas. Alors, très rapidement, quand j'ai enquêté, je ne veux pas citer tout. On m'a envoyé cette note à mettre dans le bilan des 100 jours de prison de la République. Il y a eu parachèvement de 170 écoles sur l'étendue de la République, dont 153 sont déjà livrées. Donc, les écoles, ça, c'est parmi le projet de 100 jours, construction de 84 centres de santé, dont 42 sont construits. Il y a, bon, pour aller un peu plus loin, à Kinshasa, comme on a la tendance d'oublier, on m'a renvoyé ça. Pour la réhabilitation des routes et des avenues à Kinshasa, on cite l'avenue de l'université, accès Montel Fikine, de la Foire, Sablière, Sayo, Force publique, Kassavubu, Kabambare, Pelende, Taboulei, Koutou, Maïndombe, de l'école, du commerce, Kabinda et Kalumba. Donc, voilà, c'est un répertoire des avenues. Là, c'est... Réhabilité? Oui, réhabilité. Mais il y a aussi, il y a aussi des écoles qui ont été réhabilitées. Ah oui, effectivement. En fait, le problème avec Kinshasa, c'est quoi? Oui, mais Maman Galiema... Le plus grand projet a connu de l'entente, a connu de problèmes. C'est le projet de saut des moutons. Voilà. Donc, c'était... Ça, c'est que je parlais là, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Et l'océan, c'était donc le saut des moutons. Alors... Voilà, tout le monde veut arriver. Moi, j'ai enquêté également, on m'a envoyé les documents. On parle plus de Kamere, peut-être parce que les gens ont peur de dire la vérité. Tous les documents de financement des entreprises portent la signature de Yav. Yav, c'est l'ancien ministre des Finances que Tshisekedi est venu trouver avec le gouvernement Tshibala. Il n'y a aucune part la signature de Vital Kamere, si ce n'est que de rappeler la contrainte d'urgence d'exécuter les travaux par les financements. Il demandait, merci d'octroyer à l'entreprise telle une telle somme compte tenu des travaux déjà exécutés. Mais moi, je vais rappeler à M. Gabi Kouba, les travaux de logements sociaux qui se construisent là-bas, dans les camps militaires. Oui, ont été préfinancés. Les documents existent même. Cette entreprise-là, c'est vieux papa, une exception qui confirme a demandé, je vous dis, pratiquement accélérer le Premier ministre actuel, Ilunga Ilukamba. Il y a au moins 18 correspondances pour ne bénéficier que d'un seul petit fonds pour continuer les travaux. Bon, c'est vrai, c'est ce qui est grave. Donc, ici, nous devons se mettre dans la tête qu'il y a eu des difficultés d'argent, le problème qui s'est posé quand il y a eu changement entre le gouvernement sortant et le gouvernement Ilunga Ilukamba, qui a amené également sa procédure, la manière de faire. Il y a eu aussi changement quand le FMI et d'autres institutions de Bretton Woods, quand ils voulaient aussi inspecter. Donc on a mis des freins. Parce que quand il y a audit, vous ne devrez plus continuer. Vous devez tout à fait cessante arrêter et attendre après l'audit pour continuer les décaissements. Et c'est ça ce qui s'est fait. Donc, je crois quelque part, chacun dans ce gouvernement
a sa part de responsabilité, y compris Vital Kamerhe, y compris les chefs de l'État, y compris tout le monde, même le peuple congolais, qui s'aventurait à voler les barres de fer. Bon, on va terminer. Au milieu, juste au milieu en tout cas. Vous allez dire ça ici au milieu, on termine l'émission. Merci. Oui, mais juste pour terminer cette affaire de programme de 100 jours, je crois, vous insistez sur la question, sur la personne de Kamerhe. Pourquoi on n'arrête pas Kamerhe? Bon, les auditeurs vous posent souvent cette question. Mais tout Congolais qui se sent lésé, qui estime qu'il a des preuves de détournement ou de malversation financière de la part qui viennent de Kamerhe, il n'a qu'à aller déposer une plainte au niveau de la justice. Très bien. Personne ne l'a fait jusque-là. Bon, si c'est une dénonciation par voie de fait, comme nous le disons dans la presse, bon, que les magistrats enquêtent sur les dossiers parce que son nom est cité maintes fois. Et le président de la République n'a pas un programme de 100 jours. Il a 5 ans. Il n'a pas non plus un mandat d'une année. Il a plutôt un mandat de 5 ans. Mais sauf qu'il faut le rentabiliser déjà pour qu'à la fin, qu'il rende compte de sa gestion, de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Alors, et la caméra sur ces projets de 100 jours, il y a eu des avancées significatives. Mais le président Tshisekedi ne peut pas résoudre l'ensemble des problèmes du Congo en 100 jours, en une année ou dans 5 ans. Sauf que dans 5 ans, il a un mandat et il a l'obligation le numéro. Moi, je voulais poser une question. Oui. Je sais que la question de Yalagouli, s'il vous plaît, il y a un élément important. Je voulais poser une question. Non, la question de Félé Yalagouli, ce jeu de ping-pong entre lui et entre les directeurs de cabinet, Kamerhe, et lui n'arrange pas. Il existe un cadre institutionnel pour en parler. Mais sauf que Félé était dans tous ses états quand Kamerhe a dit que, ou encore quand j'entends Mayo lui répondre, on est encore dans les duels PPRD, Cash et FCC. Le ministre des Finances n'invente pas la roue. Il est responsable. On a fini l'émission, vous allez régler le portrait un autre jour. Non, c'est pas que je vais régler le problème. Le ministre des Finances oublie qu'il était directeur de cabinet de Matata. Qui nous a ramené ici les projets Bukangalonzo. Aujourd'hui, nous avons vu dans des photos comment si Yalagouli a fait son évaluation et qu'il a estimé que ce que son prédécesseur avait débloqué à l'époque n'est pas proportionnel à l'exécution des travaux, il a tout à fait raison, mais il faut voir aussi la précarité de notre État. Il faut voir les recettes. Et même quand les gens disent... quand les gens disent, non, Gabi a laissé l'argent, mais c'est ridicule. Oui, terminé, Gabi, c'est $1 milliard que Tshisekedi aurait dilapidé. C'est ridicule. Le numéro 081 00 58 951. Merci beaucoup, Gabi. Sinon, si vous laissez Gabi parler... Vous êtes juriste, je voulais savoir. Quand quelqu'un avoue dans un document un acte d'engagement qu'il a pris autant d'argent auprès de vous, vous appelez ça un détournement? Non, mais il a eu l'engagement. Merci beaucoup. Donc, c'est Blattner qui a signé un document. Il reconnaît avoir touché 17 millions pour la construction, je crois, ça 170 ou 170. Il a fait ça exactement. Il a fait ça. L'acte d'engagement existe. Non, l'acte d'engagement a été fait il y a cela pas 3 semaines passées. Donc, le gouvernement a accordé son pardon. Plutôt, le saut de mouton de Sosimat et de... Le gouvernement n'est pas une église, Edmond. Il y a des arrangements. À la présidence, on disait non, que les gens qui avaient perçu l'argent de l'État viennent le remettre s'ils ne sont pas capables. Il y a des arrangements. Non, le gouvernement il y a des arrangements qui peuvent se faire entre une structure et un État. Très bien. Alors vous et surtout quand la structure est sérieuse. D'accord. Là, les coordonnées. Les coordonnées. Oui. C'est pas le mot de la fin. Si, votre mot de la fin, les coordonnées, y compris. Donc, moi j'espère que... Vous savez, nous avons des problèmes très sérieux avec nos magistrats qui se précipitent à envoyer des gens en prison inutilement. Dernièrement, j'étais en prison, j'ai rendu visite à l'honorable Mike Mukebai. C'est Maïlov qui appelle. Le directeur de cabinet me dit ceci, que 80% de prisonniers ici à Makala, ce sont des prisonniers nous envoyés par des magistrats. Ce sont des détenus, comme on les appelle. Ils n'ont pas été condamnés. Et voilà que non seulement ils ont été condamnés, mais ils ont surpeuplé la prison. Parce que nous n'avons pas de maison d'arrêt. Non, mais on n'en a pas malheureusement. Non, mais c'est quoi toute la prison. Mais allez voir maintenant le problème en question. Il y a une surpopulation de l'autre côté. Pourquoi ils sont détenus là-bas? Pour des problèmes qui peuvent se régler par des... Et puis pour la plupart des cas,
quand un magistrat accorde une liberté provisoire, que ce soit pour liberté provisoire avec avec sursis ou pas? Avec sursis, non, liberté provisoire avec. Vous voulez dire quoi? Ça dit on peut acheter une liberté provisoire conditionnelle. avec caution, absolument. Ceux qui sortent, ils sortent pour ne plus revenir. Quand on les laisse en liberté, on dit que c'est liberté provisoire. Mais ils partent plus jamais, on parle d'eux. Donc c'est le cas d'Héritier Watanabe et tant d'autres que vous connaissez. Donc que le magistrat arrête de politiser. En principe, ils sont plus politiciens que le politicien qui prétend les politiser. Les coordonnées, comme d'habitude, c'est 081, non, plus 243, parce que la plupart, ceux qui appellent, ce sont nos amis de la diaspora, plus 243, 81 24 24 260, plus 243 81 24 24 260. Merci beaucoup Edmond Izouba, merci également à vous Gabi Kouba. C'était un grand plaisir mesdames et messieurs de vous présenter cette émission Tribune Presse. Comme on a toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.